Merci. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci surtout de prendre le temps avec la Zoom fatigue, etc., de passer un peu de temps avec nous. Je remercie le HEC Mosaïque pour l'invitation. C'est un honneur. Laurent, merci pour la généreuse introduction. Et merci encore à tous de prendre votre jeudi soir de novembre sombre avec moi. Et on va parler un peu de choses lumineuses, j'espère, pour éclairer un peu la pénombre du mois de novembre. Donc, le design, dans son sens large, dans le sens peut-être son sens américain, donc la pensée créative appliquée pour résoudre des problèmes. On va en parler ce soir pour voir comment ça peut être une antidote à l'inertie, inertie qu'on a vue depuis dans les 200-250 derniers jours pour toutes sortes de raisons. Et comment est-ce que le design aussi peut être un élément facilitant pour accélérer des transformations, idéalement des transformations positives. Donc, merci Laurent pour l'introduction. Je peux passer. Donc, une mise en situation au mois de février. Bon, ce n'était pas l'été malheureusement, mais on était bien, on était en abondance, tout allait bien, on avait beaucoup de projets. Je lançais Lab Collective à la mi-février 2020. Et tout à coup, mars 2020 frappe. L'image est saisissante. La Terre arrête de tourner. Les entreprises sont fermées. Confinement intégral pour tous. Donc, pour plusieurs entreprises, une situation catastrophique, du moins temporairement. Une situation qui paralyse beaucoup d'entreprises, beaucoup de leadership. Contexte volatile, contexte incertain. Et des nouvelles réalités qui nous assaillent. Donc, un monde... donc, je ne fais pas ça pour vous étourdir, mais la Zoom fatigue, comme mentionnait Laurent en introduction, donc un changement qui est inévitable, qui va laisser des séquelles, qui est là pour rester. Bon, une certaine partie des gens vont continuer à travailler en mode remote, en mode à distance. Donc, des nouvelles réalités avec lesquelles il faut travailler. Citation de Jack Welch, quand même d'un bout de temps, mais que je trouve pertinente encore aujourd'hui. Désolé, c'est en anglais, mais le rythme du changement. Quand le rythme du changement à l'extérieur de l'entreprise est plus rapide que le rythme de changement à l'intérieur, on est en difficulté. Donc là, avec un rythme qui a été fort accéléré, on peut croire que toutes les sociétés, incluant la mienne, sont en difficulté. Je ne pense pas que c'est la fin toutefois. Mais j'aime cette image parce que cette image met en scène deux choses. C'est que ça nous fait, la crise actuelle nous fait réaliser comment nos échafaudages sont fragiles et vulnérables. Donc, une entreprise peut être comparée à un barrage qu'on a érigé pour harnacher l'énergie de l'eau. Mais là, on se retrouve que pour plusieurs d'entre nous, l'eau s'est déplacée ailleurs, puis là, on a un barrage. Mais un barrage sans eau, c'est coûteux, il faut payer le loyer à tous les mois, mais il n'y a pas d'eau pour produire d'énergie. Donc, une analogie que je trouve intéressante. Est-ce qu'on reconstruit un barrage ou est-ce qu'on trouve une autre énergie? D'où la question. Certains faits donnés pour regarder la situation, vous l'avez tout entendu parler, mais disons quelques faits saillants du changement. Donc, constat 1, dans le temps, ce qu'on constate quand même, c'est que les attitudes, maintenant que la pandémie perdure, les attitudes sont de plus en plus pessimistes. Jusqu'à temps qu'on voit une sortie de crise avec un échéancier pour les vaccins. Mais en attendant, la perception s'est dégradée. Donc, ça, c'est un élément qu'il faut considérer qui est important, contextuel. C'est en anglais, je suis désolé, mais c'est un extrait d'un consultant à SDL, ThinkBlink de Toronto. Donc, je le remercie pour le contenu. Un autre constat, c'est qu'on pense que les réflexions financières des consommateurs vont quand même induire des changements de comportement et d'habitudes d'achat qui vont durer, même une fois la pandémie résorbée. Donc, ce qu'on voit, par exemple, c'est un sondage, résultat d'un sondage, donc en orange, une majorité de gens pensent que les habitudes de consommation vont changer. Donc, les achats en ligne, la réalité commerciale va demeurer, va changer, même si va redevenir un peu plus normale,
mais il y a des éléments qui vont rester un changement permanent. Donc, le changement est inévitable. Troisième élément qui nous dit aussi que le changement bouscule nos habitudes, nos paradigmes, nos façons de faire. Ce qu'on voit dans les entreprises, la majorité des raisons pour ne pas faire une transformation ou faire un changement, donc dans toutes les entreprises, les organisations humaines, l'inertie fait partie de notre barrage, parce qu'on a construit un barrage pour en acheter une certaine industrie, un certain marché, la résistance au changement. Évidemment, on veut conserver notre barrage, on veut conserver nos acquis. Malheureusement, le contexte a changé, la rivière s'est déviée. Donc, toutes sortes de raisons pour ne pas prendre action. Et on va voir, le changement est inévitable. Que faire? Que faire devant la situation? Depuis 250 jours presque, on se pose la question, que faire avec notre entreprise? Que faire avec notre restaurant fermé? Que faire avec nos salles de spectacle fermées? Avec nos hôtels qui ne peuvent pas accueillir de gens? Que faire? Que faire? Toujours la même question. Peut-être un élément de sortie qu'on suggère, c'est la notion de changement, de penser à la transformation. Dans les cultures asiatiques, entre autres en mandarin, le symbole de changement a une double signification, donc danger, mais aussi opportunité. Donc, toute situation de changement ou de transformation profonde, de disruption, pour utiliser un mot anglais, comporte aussi une opportunité. Donc, comment saisir ces opportunités? On peut voir la situation de deux façons. J'ai un collègue qui s'appelle Carl Boutet, qui est un stratège retail, parle d'accélération. Donc, on a beaucoup parlé de l'apocalypse du monde du commerce du détail, un ralentissement qui était entamé avant la pandémie, soyons honnêtes, mais qui a été accéléré finalement, ce ralentissement par la pandémie, par le commerce en ligne qui a doublé. Donc, mais on parle aussi d'une accélération. Donc, certains commerces ont été accélérés, certains d'autres ont ralenti. Et les phénomènes qu'on voyait avant ont été grandement accélérés, ce qui amène une transformation accélérée. Une citation que j'aime, c'est bon, un homme inspirant, président Lincoln. La meilleure façon de s'adapter ou de prévenir l'avenir, c'est de prédire finalement l'avenir, c'est de le créer. Donc, l'invitation qu'on fait par le design, c'est finalement d'infléchir le futur en créant le futur qu'on souhaite, à notre mesure, à notre échelle aussi. Comment le design peut-il aider? Donc, le sujet d'aujourd'hui, de ce soir, comment est-ce qu'on peut devenir un petit héros dans nos quotidiens? On pense chez Lab par le design stratégique. Je vais vous expliquer un peu, c'est notre perception du design stratégique. On a une stratégie d'affaires, on a des compagnies, on a des sociétés, on veut faire des projets, on veut déployer des solutions, que ce soit des produits, des projets. Dans mon milieu, c'est le milieu de l'immobilier, donc on veut les solutions, c'est des solutions immobilières, des projets construits. Entre les deux, il y a souvent un écart. On aimerait qu'il soit le plus petit possible. Mais il y a souvent un écart entre nos impératifs stratégiques, nos objectifs qu'on veut atteindre via le projet et la solution. L'objectif de réduire l'écart le plus possible. Ce qu'on voit dans un processus habituel qui peut être très intuitif parfois en design. Donc, ce qu'on voit historiquement, ça a été aussi une approche qui était plutôt peut-être artistique, sculpturale, des architectes. Donc, une solution qui finalement peut être un peu aléatoire par rapport aux objectifs du départ. Ce qu'on va essayer de faire par le design stratégique, c'est de réduire un peu les symptômes qu'on voit. Donc, les symptômes sont ceux qu'on voit ici, donc un faible avantage concurrentiel ou pas de différenciation, des dépassements de coûts, un projet qui incarne plus ou moins notre vision d'affaires comme client, où on trouve, bon, on voulait faire une boutique, finalement la boutique, on trouve qu'elle incarne peu la marque ou mal la marque, ou on n'envoie pas les bons messages nécessairement. On essaie toujours de réduire l'écart, mais on essaie de mettre en place un processus qui est un peu plus structuré, un peu plus méthodologique pour arriver à nos fins. Donc, ce qu'on va voir, c'est une approche qui va réduire l'écart, où on va avoir des processus qui sont un peu plus explicites, qu'on va vous présenter, une boîte à outils finalement de processus participatifs avec les clients, avec les parties prenantes, avec des indicateurs qui sont plus clairs, qui sont plus mesurables, et aussi qui est axé sur les faits et données. Donc, on va aussi avoir une approche qui préconise, qui est plus agile. Donc, on fait beaucoup de choses en parallèle. On va tester des choses aussi, des projets pilotes et des prototypages. Habituellement, ça augmente la probabilité de succès. C'est ce qu'on voit dans les projets. Ça permet de gagner de l'avantage concurrentiel, ça permet d'être plus compétitif, ça permet d'accélérer aussi l'implantation.
Donc, toutes sortes d'avantages qu'on voit à cette approche. Ce soir, on va faire un petit aperçu des outils, de certains outils de notre boîte à outils, le coffre à outils créatif. Puis on va les regarder puis voir comment est-ce que ça peut nous aider en temps justement de crise ou de pandémie, ou dans n'importe quelle crise finalement, ou même dans le quotidien. Mais regardez, on va regarder comment est-ce que ça s'applique. Donc, on va les regarder recherche, prototypage rapide, projet pilote, un outil créatif ou qu'on appelle une critique dans le milieu du design, l'illustration en temps réel, le think tank, la narration, la scénarisation, ou le scenario building en anglais, l'éventail des possibles, des tests A/B, qui est un concept d'affaires, mais qu'on va appliquer au design, le sketchbooking, user experience, ou l'expérience usagée, le brandscaping et l'incubateur. Tout d'abord, la recherche. En temps de pandémie, chez Lab, on a été actifs. On a été actifs parce que, bon, on a fondé l'entreprise le 20 février, donc au mois de mars, la pandémie. Mais quelques opportunités d'affaires qui se présentent. Bon, des projets. On avait un projet, par exemple, à New York, financé par une banque de Paris, de Lyon. Le projet tombe à l'eau. Donc, comme plusieurs, il faut faire le pivot, changer un peu le carnet de commandes, accélérer les nouveaux projets dans un contexte très volatile. Certaines situations, des compagnies qui vivent l'incertitude dans les bureaux, entre autres Rio Tinto, donc qui ont des bureaux partout dans le monde, se retrouvent justement à être proactifs. Une semaine après la fermeture des bureaux, se retrouvent à vouloir mettre en place un plan pour réintégrer les espaces à bureaux. Donc, font appel à nos services en Amérique du Nord pour voir comment est-ce qu'on pourrait adapter les bureaux à la distanciation sociale et physique et permettre une entrée à l'automne. Manifestement, ça ne s'est pas concrétisé, mais on a élaboré des plans pour les villes de Chicago, pour plusieurs métropoles en Amérique du Nord. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qu'on a fait pour prendre action. Passons à la suivante. Voilà. Premier constat qu'on a fait dans la recherche, c'est qu'on a regardé les paramètres habituels de faire des aménagements de bureaux, des espaces à bureaux. On parle de densité, on parle d'expérience employée. Habituellement, c'est un compromis finalement entre les deux où on essaie d'avoir la meilleure expérience employée, puis on essaie aussi de contrôler les coûts au point de vue de l'immobilier. Donc, avoir un pied carré qui est cadré, mais dépendamment des villes, à Chicago est plus petit qu'à Montréal, mais on essaie de réduire les coûts au pied carré. Ce qui arrive avec la pandémie, c'est qu'il y a un axe prescriptif qui s'inscrit, qui change les affaires, puis qui change la façon de faire de façon importante. Donc, la sécurité, qui finalement nous impose une distanciation sociale, qui change les modes opératoires, et finalement un impact très important au point de vue de la superficie des bureaux. La plupart des espaces de bureaux sont réduits de capacité de 50 %. Donc, ça change complètement l'occupation des espaces. Aussi, un enjeu qui est multilatéral quand on veut rouvrir une place d'affaires. D'ailleurs, on a réussi à rouvrir des places d'affaires en Australie qui sont encore ouvertes, mais en Europe et en Amérique du Nord sont encore fermées pour la plupart. Donc, un enjeu multilatéral, il faut regarder plusieurs choses. Comment le design peut nous aider là-dedans? Ce qu'on a vu aussi, c'est que les changements adressent beaucoup, ce qu'on regarde, c'est une genre de pyramide de Maslow en ce cas-ci, mais c'est une pyramide expérientielle, si on pourrait parler, de la proposition de valeur d'une expérience dans un espace de travail. Ce qu'on a adressé beaucoup dans les commerces, dans les bureaux, dans les espaces publics, c'est l'aspect fonctionnel ou sécuritaire. Donc, on a voulu rendre les espaces sécuritaires, sanitaires, prévenir la contagion. C'était le vecteur le plus important. Toutefois, avec les affiches partout, ce qu'on a vu, c'est que l'aspect ergonomique a été plus ou moins négligé, l'aspect émotionnel ignoré, l'aspect transformationnel reporté à plus tard. Donc, ce qu'on essaie de faire par les aménagements qu'on fait, les différents projets, on va voir, c'est qu'on essaie de grimper dans la pyramide pour revenir un peu avec d'autres dimensions que uniquement la dimension sécuritaire. Comment est-ce qu'on peut combattre l'isolement? Comment est-ce qu'on peut combattre la crainte de sortir, la crainte d'aller au bureau, tout en rendant les espaces sécuritaires? On a passé je vais passer rapidement, mais ça vous donne une idée. On a une approche systémique de regarder tous les systèmes, tous les parcours, de les sécuriser, de les baliser, de regarder les nouvelles capacités, de retravailler l'ensemble et de rééquilibrer finalement l'ensemble qui a été déséquilibré, d'assurer une distanciation sociale et finalement d'arriver avec des nouveaux constats sur quel est l'aménagement déjà, quel va être l'aménagement post-pandémie, quelles sont les nouvelles tendances qui vont avoir une durée dans le temps et qui vont changer de façon fondamentale l'occupation des bureaux. On en voit, il va y avoir plus de circulation, il va y avoir des surfaces qui vont être poreuses, non poreuses et vagues.
il va y avoir des accessoires, la fin des accessoires partagés, donc tous les équipements qui sont partagés entre les gens, ça va être une tendance qui va disparaître. L'espace par occupant va être augmenté, une signalétique qui va être plus intuitive. Donc, c'est toutes des choses qu'on voit qui vont probablement avoir une durée post-pandémie. Donc, l'espace à bureau qu'on a connu va être transformé par la situation de façon durable. Ce qu'on voit dans la recherche, ce qui est important, c'est la recherche finalement, d'avoir fait ces recherches, ça nous a donné des données, des faits sur lesquels on peut agir. Ça a permis à l'entreprise de se positionner pour une réouverture en toute confiance. Ça a permis de communiquer à leurs forces, à leurs gens, à leurs ressources et les mobiliser malgré l'incertitude et malgré la volatilité du contexte. Malheureusement, les bureaux ne sont pas tous ouverts, mais dans le fond, ça a donné à la société une posture plus active et d'être prêt finalement et d'avoir mobilisé ces gens. Si on regarde le prototypage rapide, un autre outil qu'on a déployé dans différents contextes, je vous donne l'exemple du bureau d'Ubisoft Montréal, où on a fait un prototypage, ça c'est un projet pré-pandémie, mais ça donne un exemple de prototypage qui vraiment est une approche qui est très pertinente en temps de pandémie, puis qu'on est en train de faire des projets. Mais si je vous donne une illustration de celui-ci, donc de tester ici, c'était des restaurants à l'intérieur du bureau qui étaient basés sur un food truck, comme on appelle en anglais. Donc, c'était l'idée d'avoir à tous les étages ce food truck. Finalement, on a fait un projet de prototypage pour finalement déployer dans le bureau. Et un bon exemple de comment est-ce qu'on peut prendre une idée et la tester rapidement. Donc, on a fait ce processus pendant qu'on était en train de concevoir l'aménagement de bureau, mais en même temps, on a testé finalement ces food trucks-là en temps réel, en même temps qu'on concevait le projet. Donc, ce qui arrive avec le prototypage rapide, en ce moment, ça permet de faire de l'apprentissage, ça permet de faire du rodage de concept, ça permet d'être plus optimisé dans la façon qu'on déploie les projets. Et ce qu'on voit aussi dans l'environnement commercial, beaucoup les pop-up, par exemple, et les pilotes, permettent aux sociétés de tester des concepts commerciaux sans être obligés de dépenser les sommes comme on dépensait avant pour ouvrir un grand magasin. Donc, les concepts d'affaires ou les ventes en ligne qui veulent s'en aller dans des environnements physiques peuvent tester des concepts dans des endroits, mais avec des projets pilotes et des pop-up. Donc, c'est beaucoup plus optimisé et ça réduit le risque finalement. Ça permet d'identifier des partenaires en amont. Puis c'est une pratique qui est vraiment adaptée aux nouvelles réalités d'affaires parce que beaucoup plus agile. L'atelier créatif, la critique, ce qu'on voit, c'est quelque chose qu'on fait en ce moment. Donc, on voit plusieurs destinations commerciales qui sont impactées de façon importante, des mailles, des centres commerciaux qui sont rendus handicapés en ce moment, mais qui vont devoir se transformer pour le futur. Donc, une grande tendance, les centres commerciaux qui vont être transformés, ils vont incorporer des nouveaux usages. Ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on travaille avec les propriétaires pour évaluer quelles sont les faiblesses, quelles sont les opportunités aussi pour transformer ces espaces. Donc, ce qu'on appelle en design, en architecture, la critique, finalement, est un audit, si on pourrait dire, un audit créatif qu'on déploie pour regarder comment transformer ces lieux-là. Donc, c'est un exercice qui est inclusif. Justement, la pause qu'on voit dans ces destinations est un excellent moment pour regarder comment est-ce qu'on peut repositionner ces destinations. Donc, finalement, on pourrait dire c'est salutaire, c'est désastreux que les destinations fonctionnent à un rythme réduit. Mais de l'autre côté, ça permet de prendre des décisions qui étaient presque impossibles à faire pré-pandémie par rapport à certains locataires, qui maintenant sont rendus possibles. Ça permet d'avoir des regards de tiers aussi, puis ça permet pour nous, comme designers, d'objectiver notre travail et d'incorporer différents experts pour finalement avoir un point de vue un peu plus holistique sur la situation et apporter des modifications qui vont finalement les positionner pour le retour qu'on appréhende un jour dans les centres commerciaux. Un outil peut-être plus ludique, mais qui est très intéressant en temps de pandémie, ce qu'on a vu, c'est l'illustration en temps réel. Donc, au lieu de faire une présentation magistrale comme on le fait là, ou une session de travail, disons, avec des outils, mais ce qu'on peut faire, c'est avoir un illustrateur qui travaille en même temps qu'on discute. Et puis finalement, on aurait pu faire ça pour aujourd'hui, mais d'avoir finalement une illustration qui permet d'accompagner les sessions de co-création qu'on fait de façon virtuelle. Donc, c'est ce qu'on fait dans le cadre du projet COVID Design à la Ville de Montréal, qui est une initiative pour aider les commerçants, les commerces de proximité à s'adapter finalement à la pandémie et à augmenter leur résilience. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des sessions et puis on fait de la création finalement participative en temps réel, puis on illustre nos solutions et finalement, on développe à partir de ça.
Ce qu'on voit finalement, c'est que la visualisation, c'est un outil très puissant parce qu'au-delà des mots, ça permet justement à tous de se souvenir de ce qu'on a fait. Ça donne une saveur, ça donne une couleur à nos solutions, aux données aussi, finalement, qui sont un peu des fois, des données, c'est un peu terne des fois, c'est un peu ennuyant, mais là, tout à coup, on a une mosaïque qui représente notre conclusion d'équipe. Et ça permet justement à l'équipe d'être plus solidaire du résultat. Donc, on trouve que c'est très positif, puis en même temps, ça rend les sessions un peu plus dynamiques. Le think tank, qui est quelque chose qu'on a exploré beaucoup dans le lab, le think tank, finalement, un groupement d'experts. Ce qu'on a vu des experts, on a participé à ce manifeste qu'on a fait avec des experts de Shanghai, de Singapour, du Moyen-Orient, de l'Europe. On a regroupé des experts, puis on a fait une réflexion sur le monde commercial, comment repositionner les destinations commerciales. Et on a généré un manifeste qu'ensuite on a publié, qu'on a présenté dans des congrès, dans des conventions. Et puis finalement, ça a permis de faire avancer la discussion sur comment repositionner ces destinations commerciales. Donc, le think tank est un outil relativement performant en temps de pandémie, évidemment. Ça permet de faire des maillages avec des experts de pointe, de tisser aussi des ponts avec le milieu académique. Des ponts que, j'avoue, en temps de non-pandémie, on a tendance peut-être à négliger les ponts avec le milieu académique. Pourtant, il y a des ressources énormes, des connaissances, des savoir-faire dans les milieux académiques qui bénéficient à l'industrie. Et je pense que le temps de pandémie est un bon temps pour raffermir ces liens. En même temps aussi, ça permet d'avoir plus de notoriété de la société qui fait ça, d'affirmer le leadership de marché. Donc, le think tank est un outil très puissant. La narration, donc le storytelling peut-être en français, je vous donne un exemple de projet qu'on utilise pour articuler nos projets. Donc, je vous donne un exemple ici de différents scénarios qu'on a bâtis autour de storytelling. Donc, une idée d'un projet. Dans ce cas-ci, un projet de densification urbaine, où vous voyez, on prend l'idée. Finalement, l'idée, c'est deux tours, deux objets qui sont comme des bibelots. Et finalement, ça nous génère une idée de projet. C'est une façon de tester différentes idées et de les communiquer. Là, on voit comment ça devient un projet. Le même programme, le même projet, le même site, avec une autre approche, une autre histoire, une autre narrative. Dans ce cas-ci, un cadre. L'autre, c'était deux bibelots adossés. Donc, ça me permet de générer un autre projet, une autre version du même site, du même programme. Finalement, on en a généré 9 dans ce cas-ci pour les comparer avec le client. Ce que ça donne, une approche narrative, c'est que ça permet de créer une histoire. Ça permet une meilleure rétention encore d'informations. Ça apporte aussi une composante émotionnelle. Puis ça interpelle d'autres aspects, finalement, de la perception. C'est un mode qui est compact et rapide. Puis ça donne aussi, une fois qu'on a fait un projet autour d'une histoire, ça permet une cohésion dans le temps. Donc, ça permet d'incorporer des coéquipiers, des partenaires dans l'équipe, mais ils comprennent ce qu'on essaie d'accomplir en gros. C'est inclusif. La scénarisation, donc on a la traduction de scenario building, finalement, qui est de créer des scénarios. Souvent des scénarios autour d'un parcours usager, par exemple, un parcours consommateur. Donc, on va créer des scénarios thématiques pour un lieu, pour un espace. Dans ce cas-ci, c'était pour repositionner l'expérience visiteur au Biodôme de Montréal. Donc, le projet a été annoncé récemment et complété. Et le projet, il y a 5 ans, on avait travaillé sur le fil conducteur. Comment présenter les expositions sur les animaux d'une nouvelle façon, d'une façon plus immersive et d'une façon qui était cohérente avec une histoire porteuse. Donc, on a travaillé sur des scénarios, on les a comparés. Finalement, on est arrivé avec un scénario qui s'appelait Migration, qui était basé sur la migration des espèces à travers les territoires. Donc, ça a permis de refaire la séquence et de renouveler l'expérience du biodôme. Encore une fois, la maison de scénario. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'avec le même programme, on crée différents scénarios de développement, on les compare, on crée des matrices de comparaison, parfois pondérées. Et finalement, vous voyez ici, dans ce cas-ci, peut-être une dizaine de scénarios pour finalement choisir le scénario le plus optimal et le plus performant. La création de scénarios, c'est une approche qui, à mon avis, rehausse la probabilité de succès, augmente la robustesse, permet de tester des idées d'une façon rapide et ça révèle des angles morts, ça révèle des biais et des faiblesses. Souvent, on avance un projet d'une façon peut-être intuitive. En tout cas, si ça permet de rendre ça plus explicite, un processus un peu plus objectif.
Puis c'est idéal parce qu'on fait beaucoup d'exploration en amont de projet. Puis à mesure qu'on avance dans le projet, on descend dans l'entonnoir, puis on devient plus convergent. Éventail des possibles, un autre exercice qu'on fait en temps de pandémie aussi, qui est très inclusif, qui est très participatif, où on génère des idées en groupe. On les saisit, on les présente, puis ensuite on les débat. Donc, on peut créer entre 30 et 40 idées pour un projet type. L'idée est caractérisée, numérotée, nommée, avantages, inconvénients, opportunités. Finalement, ça devient un processus où on fait participer les parties prenantes, les clients, des fois les usagers. Et finalement, ces éléments-là sont intégrés progressivement dans le projet pour créer un projet vraiment bien adapté à la réalité du client et ou des parties prenantes. Donc, c'est un processus qui est très participatif, qui est prolifique, ça augmente le nombre d'idées, le nombre d'options et ça crée, à notre avis, une qualité de solution qui est supérieure, probabilité de succès augmentée, c'est ludique, c'est inclusif, c'est une source d'alignement au sein de l'organisation. Ça crée un moment de rencontre aussi qu'on voit entre des perceptions qui peuvent être plus cartésiennes ou plus scientifiques et d'autres qui sont plus émotionnelles, plus artistiques. C'est un beau lieu de rencontre pour ça. Puis c'est une approche, comme je dis, qui convient bien au télétravail. Donc, de réussir à... C'est plus immersif, finalement, dans un projet. Puis ce qu'on voit dans le télétravail, c'est que ça a tendance, des fois, à peut-être isoler les gens, atomiser les équipes. On se sent fragmenté. Ça permet de recréer une cohésion dans les projets et de nous aider. Les tests AB, qui est une méthodologie qui est utilisée beaucoup dans le monde informatique, que quand on faisait des boutiques, entre autres dans mon passage chez Edifica, quand j'étais président, donc où on testait finalement des concepts à deux lieux différents, puis finalement, on retenait le concept le plus performant. Donc, c'est un concept de marketing, c'est un concept d'informatique qui est utilisé pour les sites web. Excusez-moi, c'est étourdissant, mais je voulais voir si vous écoutez. Donc, ça peut être appliqué aussi à un projet immobilier. On a fait cet automne un test, un sondage finalement sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter, pour voir entre l'option frame ou cadre et l'option bridge, lequel avait plus de popularité. Donc, on a fait un sondage, on a communiqué les sondages après via les médias sociaux. Et on a dévoilé le gagnant. Et puis, le gagnant était l'option frame ou cadre avec 70,6 des votes. Mais finalement, ça a permis de consolider un choix de projet. Ça a permis de créer de l'attention médiatique sur un projet. Ça a permis de faire participer l'auditoire. Donc, finalement, un outil qui est à notre disposition, qui est peu utilisé dans le monde immobilier, mais qui gagnerait finalement à être utilisé d'une façon beaucoup plus extensive. C'est une méthode qui est efficace quand même pour optimiser les solutions, pour prioriser. Et c'est un processus de tri de sélection. Évidemment, est-ce qu'on prend le vote populaire puis c'est ce qu'on déploie? Peut-être pas, mais ça devient un nouvel intrant finalement dans la prise de décision. C'est une belle opportunité de dialoguer avec les clientèles et les auditoires cibles. Et c'est assez agile comme processus. Sketchbooking, qui est aussi un processus assez performant en temps de pandémie. Si je vous montre, on va voir si la bande passante fonctionne. Oui. Donc, on a tendance à utiliser cet outil pour prototyper des solutions rapidement. C'est immersif. Ça permet évidemment d'être communiqué via le web avec nos ordinateurs. Donc, mais qu'au lieu de faire, dans notre milieu, on fait beaucoup d'animations 3D, mais qui prennent énormément de temps, qui sont énormément coûteuses. Cet outil de sketching en 3 dimensions, mais qui est très rapide, c'est un outil qu'on a tendance à utiliser beaucoup. Le sketching aussi nous permet, le sketchbooking nous permet de communiquer des idées rapidement, nous permet aussi avec d'autres cultures, dans ce cas-ci, un projet en Chine avec Adidas, donc à Chongqing, l'idée de communiquer des concepts rapidement à des équipes qui sont délocalisées puis qui permettent de déployer la solution rapidement. Donc, ce projet s'est fait à l'intérieur de 6 mois entre la conception, l'idéation et puis la réalisation. Donc, finalement, ça donne des résultats assez probants. Donc, j'ai une expression, ce qu'on pourrait dire, si une image vaut 1000 mots, un sketch vaut 1000 images. Donc, c'est mon expression, le sketchbooking, très efficace. La visualisation, encore une fois, est un outil puissant. Ça ajoute une saveur, ça ajoute une couleur humaine. Ça amène à l'harmonisation des perceptions de tous.
Ça nous donne une cible visée sans être trop précis. Puis en amont de projet, puis surtout avec des équipes à distance, c'est un outil très puissant. L'expérience usagée. L'expérience usagée, c'est une belle façon, justement, en contexte de pandémie, de recadrer un projet ou une problématique. Quand on arrive dans une impasse, on arrive à une expérience qui ne fonctionne plus, qui doit adapter, qui doit être transformée, de la repartir, mais à partir du point de vue de l'usager. Dans ce cas-ci, un exercice qui a été fait avec le stade pour l'observatoire, de repartir finalement, d'avoir des outils qui nous permettent de se mettre dans les yeux, ces petits design thinking, comme si vous êtes familier avec le design thinking, c'est beaucoup axé sur le user experience. On repart du parcours usager, on regarde les moments clés, on regarde l'entrée, on regarde la sortie. Donc, en temps de pandémie, c'est vraiment une question d'expérience usagée, parce que l'expérience usagée qu'on connaissait avec les moments clés dans un commerce, par exemple, est complètement bouleversée. Il y a certaines étapes qui sont disparues de l'expérience usagée, il y en a d'autres qui sont accélérées, il y en a d'autres qui sont ralenties, la file d'attente. Donc, des phénomènes comme ça, de regarder l'expérience usagée, finalement, nous permet de repositionner un commerce ou une expérience pour être plus résilient. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des outils pour décomposer l'expérience client, pour l'évaluer selon différents critères, pour finalement choisir le scénario d'expérience usagée qui est le plus performant et ensuite le déployer dans l'espace. Donc, tous ces outils-là nous permettent de codifier ça, de le communiquer, de débattre et de choisir la solution la plus performante. Donc, l'expérience usagée, c'est hautement performant comme processus pour recadrer les problématiques, les solutions en temps de pandémie, fort utile, fort utile, surtout dans le commerce du détail. C'est un processus qui est axé sur la perception de l'usager, que ce soit le consommateur, que ce soit le citoyen, l'utilisateur, le travailleur de bureau. Et ça augmente notre niveau d'empathie envers les usagers. L'empathie qui est vraiment une qualité importante en temps de pandémie. Puis je vous dirais, même je l'ai manqué ici, pas seulement pour les usagers, mais pour le personnel et les employés. Ce qu'on a vu aussi, c'est on a pensé beaucoup à l'aspect sécuritaire du consommateur. Mais qu'est-ce qu'il en est de la qualité de vie, du mieux-être des employés? Souvent, un aspect négligé. Donc, ça nous permet aussi de se mettre dans les yeux du personnel qui vit finalement un 200 jours assez pénible dans plusieurs situations. C'est une méthode qui est très fertile en découverte et en innovation. Ça nous permet vraiment de faire des belles découvertes. Brandscaping, un outil qu'on a utilisé, je peux vous montrer certaines applications. Le brandscaping, finalement, c'est de prendre une identité de marque, le déployer dans l'espace. Donc, comment on fait? Dans le cadre du bassin Pive, qui est une destination multi-usage, on part de la vocation, qui était une destination du soleil et un casino combiné. Donc, de faire une salle de spectacle intégrée. Comme vous voyez l'image d'origine, une acrobate, pour finalement générer une forme originale, unique, singulière. Un centre thermoludique, donc un spa, en d'autres termes, sur lequel on travaille, l'image dans la forêt et finalement une image de ces cascades dans la forêt. Un campus sur l'intelligence artificielle qui favorise les liens, qui favorise la créativité, l'innovation, la rencontre, le choc, cette idée des processus du cerveau, de la pensée fluide de ces rencontres a informé finalement la forme de ce complexe. Donc, le brandscaping, un outil qu'on utilise beaucoup dans Lab, qui est de traduire ces images de marque dans l'espace, permet de communiquer des idées abstraites, mais finalement pour les comprendre rapidement et intuitivement. Et ça augmente l'affiliation avec la marque beaucoup. Puis ça permet de passer des messages efficacement, mais qui sont riches, qui sont intuitifs et qui sont fondamentalement positifs, on espère. L'incubateur, le dernier outil qu'on utilise, qui est une façon de faire finalement des projets, un projet à l'époque qu'on avait fait dans le temps de Nomade, le quartier des spectacles. Donc, on avait imaginé le projet, puis ensuite on l'avait déployé. Donc, un projet qui est à maturité aujourd'hui. Un projet qu'on avait déployé aussi en Inde, qui est un parc thématique en Inde basé sur la créativité. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est évidemment, la période de pandémie est une période riche en incubation de projets parce que, bon, on étudie des options, on étudie des projets, on lance des projets, on lance des initiatives. Parfois, on connaît le site, on ne connaît pas le projet. Parfois, on connaît le projet, on n'a pas de site. Donc, l'incubateur est fort actif de ce temps-là chez Lab, donc d'où le nom Lab aussi. Un projet qu'on a incubé qui s'appelle Scène Libre, qui est une solution pour regarder comment est-ce qu'on peut faire des festivals et des événements en contexte pandémique, en assurant la distanciation sociale, mais tout en
et sécuritaire. Donc, dans différents contextes, ici sur la place des festivals, concept pour réunir ici jusqu'à une capacité de 1000 personnes. En ce moment, la santé publique ne nous permet pas de faire 1000 personnes, mais on pense qu'on pourrait réunir de façon sécuritaire 1000 personnes sur la place des festivals. Et puis ici, un peu de sketchbooking pour présenter comment l'essence, finalement, la combinaison d'aménagements très ludiques, signalétiques, qui permettent aux gens d'une même famille d'aller s'installer sur un tapis, un pixel de couleur, permet de façon sécuritaire dans un aménagement scénique. On a séquencé l'arrivée, les sorties, les corridors de sortie. Donc, vraiment gérer l'espace d'une façon sécuritaire, malgré le contexte de confinement. On travaille en ce moment sur un site au centre-ville pour déploiement au printemps. Donc, je vous donnerai des nouvelles pour Seine-Libre au courant de l'hiver. L'incubateur, ça permet une distance finalement entre la phase étude et la phase déploiement. Ça permet aussi à développer des idées pour les amener à un niveau de maturité avant qu'elles soient évaluées, avant qu'elles soient développées. Donc, ça permet aux idées de maturer. C'est un processus qui est agile, puis en même temps, ça permet de catalyser puis faire converger les forces vives, les savoir-faire d'une entreprise et les capacités uniques de cette entreprise-là. Et c'est aussi, ou bien si on le fait à l'interne, ou bien on l'externalise chez Lab ou ailleurs, ça permet de continuer à fonctionner les opérations courantes, mais d'imaginer des nouveaux concepts d'affaires en même temps. Donc, d'où le principe de l'incubateur. Après 250 jours, les constats qu'on fait, après avoir déployé tous ces outils, avoir travaillé de façon très intense, quelques leçons apprises. Un, dissocier aux organisations, si on a un message qu'on peut partager, dissocier la phase d'étude de la phase réalisation. Chez beaucoup d'organisations, ce qu'on a vu, c'est qu'on ne fait pas d'études parce qu'on n'a pas le financement d'un projet. En période de pandémie, libérer les études pour ensuite voir si le projet devrait être fait. Donc, de dissocier ces deux étapes permet finalement à l'entreprise d'expérimenter, tester des choses. D'inclure les créatifs autour de la table. Ce qu'on a souvent, les créatifs arrivent avec des points de vue, un recadrage de points de vue qui permet de générer, dans certains cas, des nouvelles approches, des nouvelles idées. D'avoir un groupe un peu plus hétéroclite autour de la table décisionnelle est, on pense, un élément positif. Chercher des inputs hors de l'organisation. Beaucoup d'entreprises se sont repliées à l'interne, ont coupé les consultants. Malheureusement, je pense que ça donne un impact sur la résilience. Je pense que d'avoir des nouvelles idées qui viennent de l'extérieur, c'est quelque chose qu'on devrait maintenir. Ça permet de continuer ce dialogue-là et d'expérimentation. D'avoir des plages horaires dédiées à la créativité et de pousser les outils le plus possible. De ne pas se satisfaire finalement de la téléconférence, mais d'essayer de la pousser dans ses limites. Pour accélérer les transformations, de susciter l'espoir en amont. C'est un modèle qu'on met de l'avant. Susciter de l'espoir en amont. Aller chercher des petits succès pour générer de l'effet de levier de changement. Développer des concepts qu'on est capable de déployer avec plus d'échelle, que ce soit des prototypes, des projets pilotes, pour créer plus d'impact rapidement. Et ensuite, d'avoir de l'émulation. Si on a du succès, on le communique, ça devient contagieux. Finalement, ça facilite la transformation. Peut-être le dernier point, accélérer les transformations, donc migrer de l'espoir au levier de l'échelle à l'émulation, comme on vient de dire, d'utiliser les projets de pilote et le prototypage, de faire du countercasting, je ne sais pas comment on le traduit, mais de prendre des gens qu'on ne pensait pas qui allaient travailler sur un type de projet et finalement de mêler les équipes ou mêler les trios, mélanger les trios, finalement, ça permet de susciter la créativité. Sortir du cercle habituel de la compagnie. Ce qu'on a vu beaucoup dans la pandémie aussi, c'est d'aller créer des liens avec des gens en Hollande, des liens avec des gens en Chine, des liens avec des gens à Séoul, en Australie. Donc, tous ces apports-là, finalement, stimulent la pensée créative, va permettre de nous trouver des solutions, de créer des liens finalement qui n'existaient pas. Lancer davantage du spaghetti, ce qu'on dit lancer du spaghetti, des fois il y a des nouilles qui collent au mur, c'est les idées qu'on garde, mais de lancer du spaghetti, d'essayer de monter dans la pyramide qu'on a vue expérientielle, la pyramide de Maslow, pour essayer de viser l'émotionnel, idéalement le transformationnel, pas seulement assurer la sécurité de base. Semer, c'est ce qu'on a fait, laisser pousser la jachère pendant ce temps-là, pendant la crise. Et finalement, bon courage. Merci pour votre générosité
d'avoir assisté à la conférence et je suis disponible pour répondre à vos questions et à débattre les idées créatives avec vous. Merci. Merci, là. Merci beaucoup. Est-ce que je... Merci beaucoup, Michel. Vous m'entendez comme il faut? Oui. Ouais, super. J'avais pensé essayer de séparer ce petit monde en sous-groupes, mais avec la version de Zoom qu'on a là ne me l'autorisera pas. Ben, ce n'est pas très grave. Moi, j'avais une question, mais tu as commencé à y répondre. Donc, je vais demander à chacun de penser, de préparer ses questions. Idéalement, merci d'ouvrir vos caméras si vous avez effectivement des questions, si vous voulez intervenir. Je vais me réserver le privilège de la première question. Ça ne sera pas trop un commentaire académique. Tu as commencé à répondre aussi. Mais moi, je viens à l'origine, je suis un prof de management, je travaille en entrepreneuriat, innovation, mais quand on vient de management, on va se questionner beaucoup, pas uniquement sur la recette. Donc, tu as présenté la recette, mais on sait que ce n'est pas la recette qui fait le plat. Tu nous as donné en conclusion quelques éléments. Moi, j'aimerais t'entendre encore un peu plus sur les conditions de mise en œuvre et les conditions de performance de ces outils. Et puis, tu viens d'un milieu où on est habitué à utiliser cette boîte à outils. Vous faites des propositions qui sont un peu nouvelles, qui sont originales, mais il y a une habitude, il y a des routines, il y a des choses qui sont en place, il y a des cultures. Maintenant, si on voulait ramener ça dans d'autres types d'organisations, qu'est-ce que ça prend pour le faire, puis qu'est-ce que ça prend pour que ça marche? Excellente question. Il y a la créativité, d'après les recherches, puis vous êtes des experts là-dedans, vous pourrez confirmer mes constats, c'est qu'il y a des déterminants qui sont environnementaux, il y a des déterminants individuels, par exemple, à la créativité. On a tendance tous à surestimer l'importance des déterminants individuels, le talent, la motivation, qui sont des attributs personnels. Et on a tendance à sous-estimer les déterminants environnementaux. Pourtant, les déterminants environnementaux, d'après mon expérience, sont ceux qui ont le plus d'impact. Les déterminants environnementaux, on peut parler de diversité, diversité des idées, choc des idées. On peut parler de densité. Si les gens sont dispersés, ce qu'on a vu dans les villes qui ont émergé comme des foyers ou des creusets d'innovation au cours des temps, c'est qu'il y avait certains paramètres qui étaient similaires dans ces cas. Même si on prend Athènes de Périclès puis on compare avec Florence de la Renaissance, il y avait des points communs, dont la densité, la diversité, le choc des idées par des lieux où les gens avec des points de vue différents pouvaient débattre les idées d'une façon pacifique et constructive sans être menacés ou sans avoir le faire à la pointe de l'épée. Donc, une certaine forme de démocratie des idées, si on peut dire. Puis le dernier point qui est plus controversé, qui est l'adversité, l'urgence d'agir. Donc, quand on prend ces conditions-là, on les transpose dans une entreprise. Bon, il y a l'urgence d'agir, l'urgence de trouver des nouveaux projets, la survie de l'entreprise. Donc, ça peut être un motivateur extraordinaire. Mais de l'autre côté, en contexte pandémique, ce qu'on voit, puis ce qui nous désole un peu de la perte de notre centre-ville qui souffre, c'est qu'on perd la densité. On est dispersé puis on est atomisé. Donc, ce qu'on essaie de faire par les outils qu'on a montrés, c'est qu'on essaie de ramener un peu cette proximité, ce choc des idées pour que les gens recommencent à se sentir dans ce choc des idées, dans cette proximité qui est difficile dans un monde où on est tous en télétravail, puis on se sent atomisé par des suites de réunions Zoom. Donc, on a vraiment confronté à ça, comment ramener les gens autour d'un projet commun, les faire de la co-création, mais sans être dans le même espace, dans cette intimité finalement qui permet cette éclosion ou cette innovation. Donc, je pense que la pandémie est un défi particulier à ce niveau. Est-ce que sur ce dernier point, est-ce que c'est des choses que vous réfléchissez concrètement? Parce qu'on l'a beaucoup entendu, hein, certaines grandes entreprises très heureuses de dire qu'elles allaient réduire leur empreinte immobilière, pour certaines jusqu'à 40%, des fois 50%, qui en même temps, du même souffle, se disent « Oups, on va être peut-être un peu embêtés pour nos pratiques de collaboration
pour générer des idées nouvelles. Comment on fait ça? Est-ce que vous questionnez aussi ces dimensions-là aujourd'hui? Oui. On questionne, on accompagne des clients, des locataires, des sociétés dans leur réflexion. Une des réflexions, par exemple, c'est de dire, bon, on est pris avec 3 étages à bureau, 4 étages à bureau. On pense réduire de 50 parce qu'on va aller en télétravail d'une façon durable pour 50 de nos gens. Mais on se retrouve avec un loyer qui est ferme pour 10 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec l'espace disponible? Une des réflexions, c'est de dire, bon, on va prendre l'espace disponible pour créer des espaces de collaboration, mais qui vont être à la fois présentiels et en télétravail, mais qui vont être plus immersifs. Donc oui, c'est vraiment, Laurent, d'actualité, ce sujet. Voir comment est-ce qu'on peut créer ces espaces-là autrement qu'une série d'écrans Zoom tout petits, mais comment est-ce qu'on peut collaborer, communiquer des idées en temps réel autrement que dans le petit écran. Donc, d'avoir un espace qui serait plus immersif et interactif. Merci beaucoup. C'est peut-être un argument aussi pour l'agriculture urbaine ou les champignonnières d'ailleurs. Alors, merci pour ça. J'aimerais beaucoup qu'on puisse maintenant entendre notre audience. Donc, si vous avez une question, une réaction, un commentaire, une envie d'échange avec Michel, merci de vous signaler, de prendre la parole même directement, éventuellement. Et puis, à chaque fois, s'il vous plaît, d'ouvrir vos caméras. Je peux commencer. Merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment très intéressant et surtout inspirant. Je pense que vous avez réussi à vous réinventer et la nécessité a fait des miracles, en tout cas. J'étais intriguée quand je voyais tout ce que vous avez créé. Est-ce que vous revenez quelques années après pour réévaluer les lieux et les espaces et la fonctionnalité? Puis est-ce que ça correspond à votre vision ou à la vision des clients? Ça aussi, c'est un excellent commentaire parce que on ne peut pas s'améliorer. Je ne me rappelle pas si je pense que c'est Drucker qui disait ça. On ne peut pas, pour citer un gourou du monde des affaires, on ne peut pas s'améliorer si on ne mesure pas. Puis, donc, la mesure est un élément essentiel. Je vous dirais que oui. Je vous dirais qu'on n'a pas toujours l'adhésion nécessairement de toutes les parties prenantes pour mesurer. Il y a des enjeux aussi à mesurer, surtout dans les environnements de travail. Comme vous le savez, il y a des enjeux éthiques. Mais ce qu'on a trouvé, puis par exemple, je vous donne l'exemple du projet Ubisoft, où Ubisoft a travaillé par la suite avec la chaire en immobilier Ivanhoe Cambridge pour ensuite mesurer les indicateurs, savoir si le projet qu'on a fait, qui était un projet qui visait la rétention du personnel, qui visait de renforcer la collaboration et la créativité des équipes, l'adhésion aux valeurs de l'entreprise. Donc, ils ont fait un sondage. Donc, on a trouvé une méthodologie, finalement, parce que c'est vraiment un enjeu. Dans la mesure, il y a un enjeu méthodologique aussi. Comment est-ce qu'on fait pour isoler les variables qui sont environnementales des variables qui seraient dues aux politiques de l'entreprise, par exemple, ou dues à la culture de l'entreprise, ou dues à des individus. Donc, il y a une méthodologie. Dans ce cas-ci, ce qui a été privilégié, c'était les entrevues qualitatives en profondeur pour aller chercher ces informations, pour voir justement quel impact que les aménagements avaient eu sur ces variables ou sur ces métriques. Et puis, les résultats sont concluants. Sont concluants dans le sens qu'il y a un lien de causalité, bon, qui peut être qualifié d'indirect, je dirais, parce que ce n'est pas toujours direct, parce qu'un écosystème d'entreprise, c'est plein de variables, mais il y a quand même un lien de causalité entre la qualité de l'environnement, là on parle pré-pandémie, et la mobilisation des équipes. Donc, il y a un effet, puis je pense que c'est de plus en plus de sciences et d'études qui portent là-dessus, que ce soit dans le monde commercial, où il y a certains, vous connaissez peut-être les tests A/B que font Walmart, par exemple, sur introduire des puits de lumière, regarder les ventes au pied carré, déplacer des displays, des étagères, des présentoirs, puis dans un endroit puis d'autre, ils font des tests A/B, ensuite implantent les améliorations. Donc, il y a des liens de causalité entre les ventes au pied carré puis les solutions comme ça. Donc, je vous dirais, le plus qu'on peut faire de mesures, le mieux que c'est pour les entreprises, parce qu'on est capable de voir les résultats d'affaires de ce qu'on implante. Merci. Michel, dans la question de Nathalie, il y avait un premier élément qui était aussi il y avait celui de la mesure, mais celui de la revisite.
On a historiquement une pratique assez connue. Les gens de design à IDEO, on avait fait une pratique régulière. Elmar Mock, l'inventeur technique de la Swatch, avec sa firme Créaolique, avait mis en place un exercice mensuel avec ses associés qui disait on va revenir regarder un projet historique 5 ans, 10 ans plus tard, et puis on va essayer de le rejouer, de le rediscuter, etc. Est-ce que c'est des choses que vous faites? C'est des choses qu'on fait, mais je vous dirais de façon plus ponctuelle. Mais c'est certain que c'est un élément qui est fort, fort performant. Je donne un exemple. J'avais travaillé sur le centre de transport Stinson pour la STM, dans lequel on avait implanté des bureaux pour les chauffeurs d'autobus et des bureaux et des espaces aussi, les salles d'entraînement, tout ça, les espaces aux employés sur un toit. Puis on a créé un escalier entre les deux. Puis on a rendu l'ascenseur moins visible parce qu'on voulait favoriser l'usage des escaliers pour avoir des habitudes. Un chauffeur d'autobus, ça passe la longueur de la journée assis derrière un volant. Donc, on a introduit ces escaliers-là pour un peu changer les habitudes de vie dans le quotidien. Puis ce qu'on a constaté en visitant l'espace, c'était extraordinaire. Même j'ai eu la chance juste en visitant l'espace là, avec les opérateurs et d'entendre les conversations, c'était magique. C'était magique. Il y avait des chauffeurs qui se narguaient, disaient « Hey, toi, t'as pris l'ascenseur, ben voyons, t'es fou! » Puis on l'a capté comme ça sur le vif. Il dit « Pourquoi tu ne prends pas l'escalier? Pourquoi tu as pris l'ascenseur? » Donc, ce qu'on voit, ça permet de confirmer des choses. Dans ce cas-ci, ce qu'on a appris, c'est que si on met les escaliers visibles, on les rend ergonomiques, on les rend agréables, puis on les met dans le meilleur espace, les gens vont changer leurs habitudes et vont utiliser les escaliers. Puis les études le disent, c'est après plusieurs années, ça crée un impact sur les habitudes de vie des gens. Puis ça diminue les maladies chroniques, puis ça combat la sédentarisation. Les architectes nord-américains ou en Europe aussi, on est quand même partiellement responsable de la sédentarisation des populations par les aménagements qu'on a créés qui créent une dépendance aux transports motorisés ou verticaux motorisés. C'est quelque chose qu'on peut impacter. Puis c'est ce genre d'études de rétroaction, tout ça, qui permet de faire ces constats-là pour ensuite faire des changements avec des impacts durables. Merci beaucoup. C'est un super exemple. Il est simple et en même temps, il est vraiment probant. Merci pour ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans l'assistance, s'il vous plaît? Oui, j'en aurais une. Donc, je suis simplement curieux. Est-ce qu'au cours des 8 derniers mois, vous avez eu l'occasion d'apporter des changements à vos propres locaux, dans vos propres installations? Ah, le fameux cordonnier mal chaussé ou bien chaussé. Oui, je vous dirais quand même qu'on occupe pas tant que ça nos bureaux physiquement. On y va quelques fois par semaine, mais on n'est pas tant que ça dans les bureaux. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a déménagé dans un espace beaucoup plus vaste. Donc, c'est la première chose qu'on a fait. Puis, on a déménagé il y a peut-être 3 semaines au début du mois de novembre. Puis, on a déménagé dans un espace pour avoir beaucoup plus d'espace par employé. Donc, ça, pour nous, puis on le constate dans les entreprises, ça va probablement être un changement durable. Pendant des années, il y a eu une contraction du pied carré ou du mètre carré par employé qui était devenu un peu difficile à vivre pour plusieurs, surtout dans les grandes aires ouvertes. Puis, un des impacts qui va être très positif de la pandémie, ça va être la dilatation de l'espace par employé qui, j'espère, va être durable. Donc, ça, c'est une des choses qu'on a expérimenté dans les espaces à bureau. Je vous dirais par rapport aux opérations, c'est sûr que toutes les opérations, vous les connaissez, là, nettoyer les choses, tout ça, donc tous les critères opérationnels, c'est une chose. Mais ce qu'on voit, c'est que, puis on le voit, une des choses qu'on fait, c'est qu'on a changé l'aménagement. Puis ce qu'on voit, de déplacer les bureaux, puis de refaire l'aménagement. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a pas tant de locataires qui ont fait ça de façon extensive. Puis dans les commerces aussi, c'est qu'on a constaté que les commerces sont ouverts, mais sans changer trop les choses ou en mettant des parois de plexi. Mais dans le fond, en changeant quelque chose, puis des fois, c'est une idée qui ne vient pas spontanément à l'esprit, mais il y a certains commerçants qui ont dit, bon, on avait les chaises dans le milieu, finalement, on a tout dégagé. On a sorti la salle à dîner. Finalement, j'étais dans un commerce aujourd'hui,
puis ils ont sorti toutes les chaises, toutes les tables, puis ils ont fait une aire de pick-up ou de service, puis ils l'ont super bien aménagé. Et finalement, on pense que l'environnement est plus statique, mais dans le fond, on peut impacter dans le court terme les environnements d'une façon peut-être plus volontaire. C'est étonnant comment on s'adapte. Des fois, les humains, on s'adapte trop à nos environnements, puis on devrait être un peu plus intolérant des fois. Puis ça amène un certain aspect statique des aménagements qui dans le fond, n'a peut-être pas sa place. Ce n'est pas tout le temps en acier ou en béton ce qu'on a à déplacer. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire relativement facilement. Puis Rio Tinto, c'est un bon exemple. Ils ont entreposé des tonnes de mobilier dans des espaces qui étaient vacants dans l'immeuble, puis ils ont retravaillé tous leurs espaces. Puis c'est un gain important pour les employés, je pense. Merci. Merci à nouveau, Michel. Est-ce qu'il y aurait une autre question? J'en ai une en lien avec l'illustration en temps réel. D'abord, merci beaucoup pour la présentation. J'ai particulièrement aimé les outils qui étaient présentés. J'ai accroché sur celui-là. Moi, dernièrement, j'ai eu la chance de participer à un forum de co-création qui était animé par Percolab et on avait un illustrateur en temps réel qui a amené énormément de valeur au processus de co-création qu'on a fait. Maintenant, dans la vraie vie, moi, je suis dans un milieu très corporatif. Je fais partie d'une petite cellule d'innovation dans ce milieu-là. On a des activités de co-création. Puis cette notion d'illustration, je la trouve très pertinente, très intéressante, mais on amène ça comment dans un milieu corporatif où on n'a pas nécessairement sous la main quelqu'un qui peut illustrer en temps réel? Comment on fait ça? Ouais. Bien, si vous l'avez fait puis vous avez embauché Percolab ou d'autres, c'est étonnant comment c'est. Je ne veux pas dire que ce n'est pas coûteux, mais ce n'est pas quelque chose qui est très coûteux quand même en termes de consultants. C'est quelque chose qui est, comme on dirait, abordable. Donc, premièrement, l'aspect coût, qui est quand même, on parle de peut-être 1 000, 2 000 $ pour une session. Vous l'avez déjà fait. Donc, on ne parle pas de coûts qui sont prohibitifs. Donc, ça, c'est une des choses par lesquelles on l'aborde. J'ai réussi à convaincre d'ailleurs ma conjointe, mon épouse, qui a pris l'idée puis qui a déployé ça au fonds FTQ, pas de fonds de solidarité, oui, le fonds de solidarité FTQ, pas le fonds immobilier. Puis ils ont trouvé que c'était extraordinaire comme outil. Puis les équipes qui avaient participé à ça avaient une fierté aussi de montrer la mosaïque, de dire regardez ce qu'on a fait. Puis ça devient un outil de communication, de mobilisation important. Moi, je pense que l'aspect communication interne, culture, mobilisation, gestion du changement. Donc, c'est un outil qui est très puissant. Donc, je pense que de l'aborder du côté de la marque employeur aussi, c'est un outil aussi qui peut servir à mobiliser les troupes, surtout quand on se sent un peu atomisé, hein? Un peu éparpillé, dispersé. Puis on dirait que ça fait comme l'effet je trouve, d'un feu. On s'assoit autour du feu. On dirait que d'avoir cette mosaïque, on s'assoit virtuellement autour de ce dessin. Donc, peut-être que l'auditoire auquel il faut s'adresser, c'est peut-être les RH. Il y a peut-être des budgets dans RH au point de vue de la marque employeur, que c'est un outil de mobilisation et de cohésion. Donc, moi, c'est peut-être sous cet angle-là, je dirais le coût, qui est très abordable, puis l'aspect marque employeur et mobilisation des gens, surtout en temps de pandémie. Moi, je vois ça comme un outil qui devrait être utilisé d'une façon beaucoup plus répandue maintenant, là, pour nous aider tous à travailler, à ramer dans la même direction. C'est questionnant. Merci Amélie pour la question. Ça fait plaisir de te revoir. C'est questionnant aussi, Michel. C'est pourquoi on fait ces démarches-là. Et puis dans un milieu où c'est votre métier, on comprend pourquoi vous les faites, mais on découvre aussi dans les entreprises dont c'est pas le cœur de métier que c'est aussi une façon de remobiliser, que c'est une façon de socialiser, que c'est une façon d'engager des acteurs externes. J'aimerais bien à un moment qu'on y revienne sur ces façons de mobiliser les parties prenantes externes. On va voir s'il n'y a pas, pour le moment, d'autres questions dans notre audience. À nouveau, est-ce que vous auriez des choses à partager, des questions pour Michel, s'il vous plaît?
Mais j'aurais aimé savoir si je reviens sur le sketchbooking, en fait, s'il y a un outil spécialisé pour faire ça ou vous faites ça avec les mêmes outils habituels comme SketchUp Oui, ben, il y a plein d'outils. Il y a plein d'outils. C'est beaucoup avec Sketchbook Pro si on veut devenir très technique. Mais oui, ça prend les outils. Maintenant, moi, je travaille beaucoup sur la plateforme Microsoft, sur une tablette Surface. Il y a aussi une grande tablette. Il y a les tablettes Wacom, il y a les tablettes Surface Studio, qui est la grande surface. Je sais que ça existe aussi sur Apple. Mais les outils existent aujourd'hui, les logiciels existent, il y en a une panoplie. Je pense que ce qu'on a fait, c'est que finalement, c'est latent. Il y a tout ce potentiel-là qui est latent, mais il faut aller voir dans d'autres industries. Donc, on va voir dans l'industrie de l'animation, beaucoup. Donc, on va voir les outils des animateurs, les gens qui font les animations pour le cinéma, les bandes dessinées, tout ça. Donc, dans notre milieu, ce n'est pas quelque chose qui est utilisé de façon courante, mais nous, peut-être notre élément d'innovation, c'est d'aller voir les outils qui sont utilisés dans d'autres industries. Je vois qu'il y a quelqu'un de chez, j'ai entendu qu'il y a quelqu'un de chez Disney dans la salle, donc évidemment, eux autres doivent utiliser aussi toute une panoplie d'outils. Pour avoir travaillé avec le Cirque du Soleil, on s'inspirait aussi de leurs outils, les maquettes. Donc, c'est beaucoup parti de ça. Je vous dirais que les outils, si vous voulez, vous pouvez m'écrire, puis on pourra parler plus logiciel et workflow. Bon, il y a comme un workflow aussi pour passer de l'idée au sketch, ensuite au 3D, ensuite au dessin technique. Donc, on a toute une séquence. Là. Mais la séquence est assez imbriquée, assez rodée maintenant. Là. Il y a toute une suite de logiciels. Puis, mais c'est assez user-friendly, si je dirais. C'est assez accessible à pas mal tout le monde. Mais là, après, ça devient, pour l'avoir déployé dans des entreprises plus grandes, là, comme à 150, par exemple, ça devient un outil ça devient un enjeu plus de gestion du changement, là, comme d'autres outils technologiques. Là, ça devient comment avoir des nouvelles pratiques avec des nouveaux outils, comment favoriser l'adoption de ces outils-là. Donc, ça devient un enjeu de gestion du changement. Là. C'est facile d'avoir un petit groupe mobilisé autour de certains outils, mais c'est plus difficile de faire participer un groupe plus large. Donc, il y a vraiment cet enjeu-là. Moi, j'ai tendance à utiliser dans ce temps-là, pour revenir aux questions de mobilisation, là, je fais beaucoup affaire en design, puis c'est quelque chose aussi qui est peu exploité en ce moment, là, à la gestion du changement. Aux gens, aux spécialistes de la gestion du changement, qui est une discipline que vous connaissez sûrement, vous êtes tous en management, mais qui, dans notre domaine, est presque pas utilisé. Pourtant, on prend des avocats, par exemple, qui travaillent dans des bureaux fermés, puis ensuite, on les déplace dans de nouveaux bureaux ouverts, puis les gens sont traumatisés, puis on fait peu de gestion de changement. Puis, c'est pas une bonne pratique. Donc, ce qu'on essaie justement, c'est d'amener les consultants à la gestion du changement, puis surtout pas de s'improviser comme des experts de gestion du changement qu'on n'est pas. Mais on est sensible à ça. J'ai peut-être un peu divagué de la question, mais peut-être que je répondais à l'aspect à ce que Laurent nous parlait, de comment voir pour mobiliser les gens. La gestion du changement est un élément clé, c'est certain. Et puis, Luc, je te donne la parole dans 3 secondes. Intéressant aussi, mais je veux rebondir sur ce qui a été dit. On a dans les disciplines, on a tous nos tropismes. Hein. Les architectes, les designers, le dessin. Hein, c'est quelque chose qui est toujours très attirant. Est-ce que vous utilisez aussi les jeux de rôle? Oui. C'est un outil que je n'ai pas mis, mais oui, dans les scenario building, il y a aussi les jeux de rôle. Les jeux de rôle, on a nos enjeux d'adoption aussi, de pénétration de ces outils-là pour les avoir testés avec les clients. Ça dépend des clients. Je vous dirais des clients qui sont plus réceptifs parce qu'ils sont plus peut-être dans les milieux créatifs. Je parle, Cirque du Soleil ou les milieux culturels, qui sont plus... dans les milieux très corporatifs, c'est plus dur. Il y a des enjeux à vouloir faire les jeux de rôle, mais ça reste des outils puissants. Là. Mais le milieu de l'immobilier, c'est un milieu assez conservateur à beaucoup d'égards. Tu connais ça mieux que moi. Je vais laisser la parole à Luc Méran. Ça fait plaisir de te voir. Luc, la parole est à toi.
point de vue du changement, mais des outils, quand tu parles de tes techniques, quelque chose que je trouve qui est très intéressant pour nous, c'est de comme forcer l'usage d'outils dont on ne se sert pas normalement. Puis des fois, on appelle ça misuse the technology. De faire du design avec Keynote ou encore de faire du modelage avec de l'argile plutôt que du carton. Ou, en fait, de forcer un peu sa main pour se changer le point de vue, mais aussi, en même temps, permettre, quand tu parles d'autres acteurs qui ne sont peut-être pas toujours dans le processus, d'utiliser les choses qui sont naturelles pour eux, qui sont différents. Parce que c'est pas tout le monde qui a le même point de vue sur la créativité. Moi, je suis quelqu'un dans l'entreprise, j'ai découvert l'autre jour, fait des bento box pour ses enfants. C'est une secrétaire, c'est pas quelqu'un qui est au milieu du processus créatif, puis elle fait des bento box pour ses enfants qui sont tous des images de personnages de Disney, puis sont superbes. Ils sont sur Instagram tout le temps. Ben, je l'ai vu dans un brainstorm, absolument. Même si son idée va apparaître sous la forme de nourriture, ça n'a pas d'importance. Fait que ça, je trouve ça bien intéressant. Surtout le misuse of technology. C'est presque entièrement de là que les inventions en technologie viennent. C'est les accidents, c'est le happy accident. Donc, se donner une chance de créer ces choses-là pour se retrouver dans des endroits où on n'a pas vraiment, on ne pensait pas se retrouver. Absolument. Non, c'est exactement ça, parce que dans le fond, ça interpelle, je pense, l'élément, peut-être une des sources les plus importantes d'innovation, c'est de reframing, c'est-à-dire recadrer la perception. Puis on frappe des impasses à un moment donné, puis on fait toujours les mêmes choses, on a toujours les mêmes solutions, puis on vient attacher à la solution, puis on oublie peut-être le besoin ou on oublie l'objectif, puis de regarder c'est comme regarder un objet, mais de regarder d'un point de vue qu'on ne l'avait jamais vu avant. T'sais, on a toujours vu la sculpture d'une certaine façon, mais là, tout à coup, on la prend, puis on regarde en dessous, ou on regarde au-dessus, ou on regarde dans l'intérieur, ou on la coupe. Mais l'aspect du logiciel, c'est la même chose. C'est de se buter, finalement, des fois, à ces obstacles-là. Ça nous permet de repenser nos paradigmes, puis de dire, ben, peut-être qu'il y a une autre façon d'arriver à la fin, puis peut-être que c'est une façon qui est peut-être plus efficace, finalement, ou plus convaincante, ou c'est vraiment du reframing ou du recadrage, finalement. Ce que je trouve intéressant dans la conversation ici, c'est, tu parles du happy accident, Luc, mais on peut se demander aussi comment on peut provoquer ces happy accidents. C'est la dimension volontaire, volontariste de favoriser ces ruptures ou ces changements de perspective. Et c'est vrai qu'on est plutôt en organisation des êtres de process et de routine. Alors, c'est questionnant. Des fois, en fait, c'est pas nécessairement un processus qui est visible au client. Parce que, bon, le client n'a peut-être pas l'impression ou pas l'intention de dépenser son argent à faire des accidents, mais à l'intérieur d'une petite bulle, de se donner un espace pour faire des expériences. Quand on fait des prototypes, pour nous, sur des projets quelconques, pour moi, on fait toujours, quand on appelle ça des prototypes de démonstration, c'est jamais simplement pour démontrer la réponse à la question. C'est simplement pour, bien entendu, il faut répondre à cette question-là, mais on crée une opportunité pour découvrir d'autres choses. C'est un petit labo, c'est une plateforme. On installe des projecteurs, des murs, peu importe. Et puis après ça, bon, on espère, moi j'espère toujours qu'on a toujours un petit peu plus de temps qu'on a besoin. Et puis on a toujours 2-3 pièces d'équipement supplémentaires qu'on ne s'attendait pas. Puis surtout qu'on a des gens qui veulent jouer, qui s'amusent avec. Et puis tout d'un coup, quelque chose va arriver. On observe, bien tu sais, sur le coin, telle projection a fait telle chose avec tel genre de matériaux ou de formes ou quoi que ce soit. On va se servir. En dernier, on oublie qu'est-ce qu'on avait voulu répondre au tout début et puis on s'axe entièrement sur une nouvelle découverte. C'est l'émerveillement, hein? C'est ce sentiment d'émerveillement qui devient un élément qui mobilise les gens puis qui crée cette passion-là. C'est la découverte puis l'émerveillement de ces choses-là qu'on découvre. Ça pose aussi des belles questions de leadership. Là, si je remets la casquette de prof 2 secondes, dans un texte assez classique sur la créativité, l'improvisation de jazz, Barrett parle de provocative competence.
Moi, personnellement, c'est toujours un concept qui m'a beaucoup plu, quoi. On ne voit pas souvent le leadership sous cet angle-là. De dire, finalement, on doit développer une forme de compétence de provocation. On doit être comme leader ou comme dirigeant un peu, on devrait, en tout cas idéalement, être l'empêcheur de penser en rond dans nos organisations. Et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on forme, par exemple. Ça vient questionner aussi les écoles de gestion là-dessus. On est plutôt des machines à mouler des gestionnaires plutôt que des machines à fabriquer des gestionnaires provocateurs. Alors, merci aussi beaucoup pour ça. Bernard, tu veux réagir? Oui, ben, en fait, d'abord, merci beaucoup de m'inviter à participer à ça. Michel, très intéressant, particulièrement la diversité des outils, puis j'imagine l'impact cognitif que ça peut proposer pour les diverses personnes. Mais ce qui me venait à l'esprit, puis je pense juste en utilisant un peu l'ouverture que ouvre Laurent, c'est après toutes ces expériences-là, puis le nombre d'années que tu as mis là-dedans, si tu avais identifié 3 ou 4 conditions favorables à mettre en place justement pour obtenir ces résultats-là, en écoutant les différents outils, je me suis dit, bon, OK, comment ou qui doit exercer une forme de leadership ou prendre ça en main, puis qu'est-ce que tu as dégagé avec ton expérience comme étant 2, 3 ou 4 conditions favorables qui vont faire qu'il va y avoir l'ouverture, il va y avoir l'engagement, et effectivement, à ce moment-là, l'outil va donner son rendement? Oui, je dirais que ce qu'on vient de dire sur la provocation, mais j'ajouterais peut-être la provocation bienveillante. Donc, de provoquer toujours pour stimuler, construire, jamais pour démolir, dénigrer, toujours le renforcement positif. Ça, c'est une leçon que je retire, c'est toujours être dans le positif, le constructif. On a du plaisir, on a échoué, c'est pas grave. Puis c'est correct d'échouer, vous savez, on apprend, fail often, fail fast, qu'on dit. Donc, je pense que la bienveillance est un élément important. Je pense aussi que ce que je disais en début de matière, c'est que au-delà des déterminants individuels, moi, je suis persuadé fondamentalement que c'est 80% environnemental. Ce qui veut dire que c'est la culture de l'entreprise, les outils qu'on peut avoir, l'environnement, les gens. Donc, c'est tous ces éléments-là, les politiques, les procédures, c'est tous ces éléments-là qu'on néglige dans une entreprise, même dans une entreprise en création, parce qu'on pense que c'est les déterminants individuels. Parce qu'on dit, il n'est pas motivé, il n'est pas mobilisé, elle n'a pas assez de talent. Mais c'est tout le contraire. Si on met en place l'écosystème, les processus, la culture, la bienveillance, la permission de faire des erreurs, la tolérance au risque, on met en place ces choses-là, la créativité pousse par elle-même. On a créé l'écosystème, puis ensuite, on les germe, puis c'est ça la joie d'une équipe où on atteint un écosystème qui serait performant, puis que j'ai vécu, puis que je vis. C'est cette joie-là de voir cet écosystème qu'on a créé, puis les choses qui émergent spontanément. Et ça, c'est une différence énorme avec une créativité qui serait plus directive. Là, voici comment on crée, voici ce qu'on fait, ou une tête dirigeante qui dit voici, c'est ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça, c'est une prison à toujours être la seule personne à régler les choses. Si on crée les conditions, tout à coup, on est capable de scaler. C'est-à-dire, on est capable, comme à Walt Disney, comme au cirque, on est capable d'être 300 à créer des choses originales et fantastiques et inspirantes, pas être 3. Donc, ça devient un frein, parce que c'est toujours le déterminant individuel. Il faut toujours aller dénicher la seule personne. C'est comme un système au hockey. Si on a un bon système au hockey, une bonne culture, une solidarité, puis on a une compréhension commune de notre stratégie, même les joueurs qui sont moins talentueux, ils vont élever leur niveau de jeu. C'est la même chose de la créativité. Les gens qui pensent qu'ils ne sont pas créatifs, qui font des boîtes bento chez eux, finalement, ils viennent dans les réunions, ils lancent quelques idées, c'est des gens qui ne parlent jamais. Finalement, tout le monde se retourne et dit « Wow! » Puis c'est merveilleux de voir ces idées-là émerger de gens qui finalement se révèlent comme des gens créatifs qu'on n'aurait jamais cru. C'était super intéressant de t'écouter, Michel, là-dessus, sur la responsabilité à ce moment-là que des gestionnaires comme toi ont à créer l'environnement, c'est-à-dire c'est un environnement qui devient favorable
à ce que les gens puissent être créatifs. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci pour la question. Merci Bernard, merci Michel. Je voudrais revenir sur la provocation, parce que ça résonnait aussi avec ce que disait Luc. Finalement, quand tu parles de provocation bienveillante, il y a une dimension de l'appel. Quand Luc parlait de cet esprit de jeu, l'esprit de jeu, c'est aussi amener l'autre à jouer, c'est appeler l'autre à jouer, quoi. Et puis c'est être capable, tu parlais de l'émergence, être capable de la repérer, mais aussi de la proposer, puis de la renvoyer à tout le monde. Tiens, il s'est passé quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Et je pense que là-dessus, dans un leadership d'accompagnement, d'animation, c'est des choses qu'on devrait mettre beaucoup plus de l'avant. Alors, on aura une question de Diana, s'il vous plaît. Allez-y, n'hésitez pas. Bonsoir. Bonsoir. Une fois que le monde est vacciné et on porte moins les masques, jusqu'à quel point est-ce que les designs, les structures peuvent s'adapter? Vous voulez dire si les modifications sont temporaires ou sont permanentes et lesquelles seraient temporaires? Exactement. Exactement. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de théories par rapport à tout ça, mais si je peux vous donner mon avis. Je pense qu'il y a certaines choses qui se dégagent. Par exemple, dans le design des maisons ou des condominiums, ça va prendre des pièces fermées. Une pièce fermée. Donc, je pense que l'air ouvert intégral dans les condos est en perte de vitesse. Se vend moins parce que les gens, depuis 200 jours, ont trouvé que c'est particulièrement dans les 100 premiers jours où il n'y avait pas d'école, ça a été difficile. Donc, une pièce fermée. Pour moi, ça, c'est un changement. Je pense que les aménagements qui sont sanitaires, fondamentalement, comme le mouvement, vous savez, peut-être le mouvement de l'architecture moderne au début du 20e siècle était beaucoup inspiré des théories sur le sanitaire, à partir des épidémies, puis de la grippe espagnole, puis tout ça, d'avoir des aménagements avec moins d'objets, avec de l'aération, des plus grandes fenêtres, plus de lumière. Donc, c'est resté. Moi, je pense qu'on va voir le même, peut-être, sublimation de ces choses-là dans la stylistique puis dans les tendances d'aménagement. Il y a certains aménagements, par exemple, qui sont moins propices en temps de pandémie, où on va avoir tendance à éviter les impasses. Surtout les gens ne veulent pas aller dans les espaces qui sont en dead-end ou en impasse, en cul-de-sac. Ils ne veulent pas aller à des endroits où ça a l'air trop de gens, trop collés un sur l'autre, trop promiscuité. Donc, je pense qu'on va avoir tendance à favoriser des aménagements qui sont ouverts, qui sont linéaires, qui sont visibles, où il y a plus de transparence sur la profondeur d'une pièce, où on va voir où ça aboutit. Donc, tout ce qui est impasse, sombre, ça va être... Je pense que c'est un changement qui va être durable. On va viser aussi de la ventilation naturelle, plus de fenêtres, plus ouvrants, moins de systèmes mécanisés. Déjà, la ventilation naturelle était une tendance de fond en termes de développement durable, de réduire la dépendance sur les ventilations mécaniques. Mais je pense que cet aspect-là, par la pandémie, va être accéléré. Là, on le voit, les écoles, les fenêtres ouvertes, de favoriser cet apport en air. Ce renouvellement en air frais, moi, je pense que ça devrait être un changement qui va être durable. Je pense qu'on a des défis, là, les designers, parce qu'on aime beaucoup les aménagements qui sont convergents. On aime beaucoup le fire pit avec les gens autour, puis tout ça. Puis on a beaucoup ce réflexe-là. En pandémie, il faut combattre ce réflexe-là parce qu'il faut que les gens circulent. Il faut que ça prenne des aménagements plus linéaires, moins convergents. Mais je pense que ça risque de changer un peu de la façon qu'on aménage les musées, les parcours, les centres commerciaux, l'intérieur des boutiques, les bureaux. Les circulations vont être impactées. Puis je pense aussi que l'espace par employé, je le souhaite, va avoir arrêté d'être réduit et va se dilater à nouveau pour redevenir à un niveau de confort psychologique, parce qu'on a vu beaucoup d'impact de la réduction d'espace, puis les grandes aires ouvertes, beaucoup d'effets psychologiques d'insécurité, de burn-out, de sentiments c'est difficile de vivre dans une grande aire ouverte avec peu d'espace, ces aires ouvertes de bureau. Moi, je pense que ça va être un changement il y a plusieurs changements qui vont être positifs
qui vont émaner, je pense, de la pandémie puis qui vont être durables. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est intéressant aussi, Michel, que tu rappelles des choses aussi historiques qu'on a connues. On a quand même tendance aussi à oublier souvent ce genre de pratique. Mais on a tout un pan du design qui a été un design hygiéniste de la fin du 19e, du début du 20e, jusqu'à la grippe, incluant la grippe espagnole, quoi, qui est intéressant aujourd'hui. L'autre chose, moi, qui m'intrigue beaucoup, c'est on voit quand même au Québec la taille des condos se réduire un peu, etc. Puis là, on se rend compte, les jeunes couples professionnels, ils vont avoir besoin de 2 bureaux fermés à la maison. Ça commence à être intéressant aussi. On découvre que c'est le fun de travailler un peu sur ta cuisine, ton comptoir, etc. Mais quand ça devient sérieux, on a besoin d'espaces très particuliers. Oui. Pour moi, ça va être un changement, là, ou bien dans l'aménagement des condos, ou bien même dans des solutions mobilières. Pour l'instant, les solutions mobilières pour confiner des petits espaces, c'est assez coûteux. Mais peut-être que c'est quelque chose qui va pénétrer le marché domestique résidentiel. On verra. Et puis, est-ce que vous regardez aussi l'émergence d'espaces intermédiaires de travail, finalement, d'espaces de coworking qui permettraient aux gens de sortir chez eux, d'aller travailler, mais sans se rendre nécessairement au centre-ville? C'est un courant de pensée, mais qui circule. D'avoir un intermédiaire, justement, entre le centre-ville puis le bureau à la maison. C'est une niche de marché, je pense, qui existe, mais moi, notre groupe, on n'a pas investi encore ça, puis on n'a pas vu encore de groupe ou d'entrepreneurs qui veulent l'investir, mais on pense que ça serait une tendance. On a vu, étonnamment, un des groupes qui l'exploitait déjà de façon surprenante, c'est Staples, ou Bureau en gros. Ah ouais. Avec un concept d'affaires de dire, plutôt que d'être seulement un lieu où on va chercher la papeterie, puis les photocopies, puis les fournitures de bureaux, il y a certains bureaux en gros qui ont ouvert des mini-centres d'affaires. Puis ça a connu un essor quand même intéressant, justement pour jouer ce rôle-là d'espace de médiation entre aller au centre-ville puis d'être à la maison, le micro-entrepreneur. Puis ça a eu pas mal de résonance. Puis je pense que c'est un concept qui, avec la pandémie, tout ça, qui devrait continuer à pousser. Donc, de façon étonnante, oui, bureau en gros. Okay. Intéressant, merci, je ne savais pas. Intéressant. Est-ce que dans l'audience, vous auriez encore des questions, s'il vous plaît? Là, vraiment, n'hésitez pas. Merci. On a un commentaire d'Isabelle qui nous dit que l'Université de Sherbrooke, pour un campus de Longueuil, propose ce genre de marché. Mais effectivement, on n'a pas à franchir le pont. Par exemple, donc quand on a la circulation, on en a moins en ce moment, mais ça peut être des options. Ça peut être des options aussi à proximité des gares, des stations de bus, des stations de train de banlieue qui peuvent permettre de se rassembler, effectivement, en évitant le commuting. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une question? Une fois, 2 fois, 3 fois? Oui, Salomé, s'il vous plaît, allez-y. Oui, bonjour. Désolée, je n'ai pas de caméra. Je suis présentement au bureau. Donc, non, c'est ça. Je trouve ça très intéressant, ton concept de dilatation de l'espace. Puis, pour moi, je me questionne. Je travaille en design corporatif. Je me questionne sur, oui, la dilatation de l'espace, mais à quelle fin? Est-ce que c'est pour vraiment... est-ce que c'est l'espace personnel? Est-ce que c'est l'espace collaboratif qui va être amplifié? Puis aussi, oui, on va augmenter l'espace, mais on va aussi perdre du pied carré parce qu'on va peut-être avoir une manière de travailler différente, comme moitié-moitié à la maison. Tout ça, ça m'intéresse vraiment de savoir la dilatation. Oui. À quel point? Oui, je vous dirais que c'est... Quel segment? C'est sûr qu'il va toujours avoir les impératifs immobiliers économiques en arrière du coût au pied carré, tout ça. Mais puis ce qu'on a vu dans la pandémie, c'est une dilatation de l'espace individuel pour des soucis de sécurité. Malheureusement, ce qu'on a vu, c'est une attrition des espaces sociaux. Donc, les espaces de co-création à air libre, tout ça, dans plusieurs des cas, ont complètement été enlevés pour laisser place finalement à cette dilatation-là. Donc, il y a eu un gain individuel, mais une perte collective. Donc, ça, c'est un élément à considérer. Parce que l'autre chose, c'est que les salles de conférence, si les espaces à bureau, par exemple, on a perdu une capacité de 50% à peu près, ce qu'on a vu en mesurant plusieurs espaces, dans les espaces de salles de réunion, on a perdu 60 à 70%.
Donc, quand on combine les deux ensemble, ça fait quand même une perte de soit des fois entre 55 et 65 de l'espace disponible. Puis, en plus, une attrition des espaces de collaboration. Donc, ça, je pense qu'il va falloir réviser ça. Surtout que si les gens veulent revenir au bureau, c'est probablement surtout pour collaborer. Oui, c'est ça. Donc, l'attrait de prendre le risque d'aller au bureau, ça prend un incitatif. Donc, ça fait partie des choses qu'on est en train de retravailler justement avec certains locataires pour voir ça va être quoi les attributs. Tu sais, c'est comme si je prends un concept marketing, avant, il y avait les bureaux avaient un panier d'attributs. Hein, un panier d'attributs, on dit OK, c'est au centre-ville, il y a des restaurants, il y a de la vie culturelle, on peut aller magasiner proche, il y a du stationnement intérieur. Donc, il y avait tout ce panier d'attributs-là. Là, le panier d'attributs de ce produit-là a été complètement chamboulé. On en a perdu des bouts. Puis là, il faut réviser le panier d'attributs. Ce qui veut dire que il faut repenser à tous ces attributs-là qui faisaient que le bureau était irrésistible au centre-ville, était irrésistible comme formule. Aujourd'hui, il est résistible. Donc, on peut ne pas aller au bureau. Donc, pour moi, c'est un exercice, si on prend encore une fois des termes de management, de repositionner la destination, de revoir les paniers d'attributs. Tant dans l'immobilier, vous savez, c'est des espaces intérieurs qui sont des espaces du locataire, puis des espaces base building qui sont les espaces du propriétaire. Comme usager ou comme travailleur, on transite dans les deux. On vit dans les deux. On vit dans les ascenseurs, on vit dans le lobby et on vit dans les bureaux. Les deux doivent travailler pour rendre la destination attractive, là, pour utiliser un mot anglais, mais pour retravailler le panier d'attributs. Puis rendre que... Est-ce que vous insinuez que probablement que les espaces de collaboration vont changer également? Bien, les espaces de collaboration vont être obligés, oui, de changer. Parce que les espaces de collaboration, puis c'est des petites choses, hein, des fois, c'est des espaces de collaboration, on utilise les mêmes marqueurs. C'est des détails, hein, mais puis on se partage les marqueurs. Puis si on suit le marqueur au courant d'une journée, bien, c'est peut-être 30 personnes qui ont utilisé le marqueur. Donc, si on éternue sur nos mains, puis on prend le marqueur. Donc, une des choses, à Rio Tinto, chaque personne a son kit de marqueurs, puis on va en réunion, puis on apporte nos marqueurs. Ça, c'est des détails, mais tout ce qui est partagé comme équipement, dans un contexte pandémique, doit être révisé. Moi, je pense que ça va être quand même un élément qui va être durable en sortie de pandémie. Il va y avoir moins d'équipements partagés. Puis je pense que les espaces vont être aussi créatifs. Il va falloir qu'ils soient un peu plus dilatés. C'est sûr qu'on va vouloir retrouver ce sentiment de travailler, collaborer ensemble dans un même espace, mais on ne pourra pas peut-être avoir les espaces aussi petits et compacts qu'on avait. Vous savez, les cubicules là, pour une ou deux personnes où on fait des appels, puis tout ça, là, ces cubicules-là, ils sont plus appropriés. Donc, tout ça, c'était dans la tendance de rendre les espaces de plus en plus petits. Puis je pense que cette tendance-là d'aménagement de bureaux à air ouvert avec des espaces toujours plus petits, on a essayé de faire avaler aux travailleurs que c'était pour leur bien-être, mais dans le fond, la raison sous-jacente, c'était de réduire les coûts d'opération. Puis on a enveloppé ça d'une belle théorie pour dire que ça favorisait la créativité de travailler dans une aire ouverte, puis tout ça, puis on partage toutes les idées en temps réel. Mais moi, je pense que ce n'est pas une condition qui est propice environnementale. Ça prend des espaces où on est capable de réfléchir, de faire du travail de concentration, autant que des espaces de rencontre, mais ça prend cette alternance-là. Si on est toujours ensemble dans une salle bruyante, je ne vois pas comment on est capable de créer quelque chose. Ça prend une alternance. Donc, si je reviens à votre question, qui était, on devrait retravailler, oui, les espaces collaboratifs, puis c'est un ingrédient essentiel, mais il faut les revoir un peu dans l'ensemble, là. Il faut les transformer un peu. Merci. Merci encore. Est-ce qu'il resterait une question pendante? Sinon, moi, j'en ai toujours une en conclusion pour nous amener. J'aurais une question, mais c'est vraiment une question, en fait, c'est de la pure curiosité sur un des designs que vous avez montré pour le quartier des spectacles, où les gens viendraient se positionner sur les pixels de couleur. Je trouve ça super intéressant, mais je me posais la question en le voyant, ceux qui sont un à côté de l'autre, en fait, comment on peut assurer qu'ils vont être séparés de 2 mètres? Parce que
la ligne. Je sais bien que moi, je veux dire, si j'étais dans un carré, j'aurais beau dire à mes enfants, restez dans le carré jaune. Ils iraient quand même sur le bar, puis ils seraient collés sur les autres familles à côté. Donc, je me posais la question, c'était quoi votre réflexion par rapport à ça? OK. C'est un bon point. L'inspiration est plus de regarder de la façon que les gens ont occupé les parcs pendant la pandémie. Ce qu'on a constaté, ou les plages, bon, il y a certaines plages qu'on ne voudrait pas s'aventurer parce qu'on trouve que les gens sont trop compacts, là, mais en général, les gens ont fait preuve quand même d'une certaine diligence dans la façon qu'ils sont aménagés de façon spontanée sur des nappes ou des couvertures, puis au parc du Mont-Royal ou ailleurs, ce qu'on a vu. C'est un peu inspiré de ça. C'est que dans le fond, les gens, il y a comme une espèce de bulle autour d'une famille, puis ce qu'on a constaté, c'est que les gens vont spontanément rester dans leur bulle. Puis on peut leur faire confiance qu'il va y avoir. Surtout si ce qu'on dit, c'est qu'un pixel, par exemple, c'est dédié à une famille qui est ensemble, donc il n'y a pas d'effet de contamination. Puis on assume que les gens d'une boîte à l'autre vont respecter ça, ce qu'on a vu quand même. Puis l'autre chose, c'est que ça prend quand même une distribution, une circulation généreuse qui permet à chacun de rentrer dans son pixel puis d'en ressortir sans être en contact avec les autres. Fait que ça prend des circulations qui sont très généreuses. Puis on ne peut pas en mettre trop. On peut en mettre un à côté de l'autre comme ça, mais on ne peut pas en mettre beaucoup de profonds. Si on remarque qu'on a seulement 2 de profonds avant de frapper une circulation. Donc, pourquoi? Parce qu'ils sont adossés. Un pixel l'issue d'un pixel peut être d'un côté, puis l'issue de l'autre pixel est de l'autre côté. Donc, il y a tout ce schéma-là de circulation qui est sécuritaire. Ouais. Michel, on a beaucoup évoqué les espaces. C'est intéressant aussi, dans ces perspectives-là, de re-questionner les temps. L'organisation des temps de travail, l'organisation des temps, pourquoi pas, de consommation culturelle, pour générer éventuellement un peu moins de densité, quoi. C'est une question qu'on n'entend pas beaucoup. On l'a entendu un petit peu sur le commuting, hein, mais sur l'organisation des horaires de travail. Mais là aussi, il y a des questions assez intrigantes à se poser et qui viennent re-questionner à nouveau nos routines, hein, et le fonctionnement d'horaires de travail. Pourquoi pas accentuer encore plus le travail de nuit pour répartir la charge, par exemple, dans les immeubles ou dans les villes? C'est un excellent point. Oui, c'est une dimension qui est sous-exploitée. On a tendance à concevoir un espace en fonction d'un achalandage maximum à un moment. Quand, dans le fond, l'espace peut être peut-être plus petit ou l'espace peut permettre une certaine dilatation, moins d'usagers, si on recycle finalement ou on recycle l'achalandage d'une façon plus courante. C'est en effet une dimension qui est sous-regardée. Je pense que c'est là la rencontre finalement des opérations, l'expérience usagée et la planification de l'espace. C'est une optimisation spatio-temporelle finalement de l'usage de l'espace. À creuser donc, à creuser. Absolument. Excellent, merci. Est-ce qu'il y aurait encore une question dans l'audience? Sinon, j'ai la question qui tue, évidemment, pour moi, Patrick a une question, vas-y. Tout d'abord, merci beaucoup. C'était passionnant. Je voudrais poser une question qui est liée à ce que nous faisons à Mosaïque dans un autre domaine. On travaille beaucoup sur le cas des personnes âgées par rapport à la Covid. Et ma question est la suivante: s'il y a vraiment un redesign de l'espace à penser, c'est évidemment en termes de personnes âgées. Le fait d'être ensemble dans le CHSLD va perdre de l'importance sans doute par rapport à reconcevoir l'espace, le design de l'espace individuel. Donc je ne sais pas si vous avez abordé ce genre de sujet important. Oui, je vous le dirais qu'on l'a abordé, puis on l'aborde beaucoup en ce moment avec la Ville de Montréal sur la réflexion sur les commerces et les commerces de proximité. Puis une des choses qu'on s'est rendu compte avec la pandémie, c'est que nos aménagements ne sont pas assez inclusifs. Il y a 33% de la population qui a des défis de mobilité ou des défis cognitifs à lire les orientations, les textes. Puis ce qu'on a vu dans la pandémie, c'est texte par-dessus texte, des flèches, des instructions complexes.
puis les aménagements ne sont pas inclusifs au point de vue du cognitif, mais sont aussi peu inclusifs au point de vue de l'accessibilité, de la lisibilité des espaces. Puis je pense que ça va être un des impacts, j'espère, durables de la crise, c'est de créer des espaces qui sont plus inclusifs pour tous. Donc, par exemple, au point de vue de la signalétique, de viser la signalétique qui est premièrement d'avoir beaucoup moins. Deuxièmement, l'avoir beaucoup plus intuitive, moins se fier sur des instructions complexes textuelles qui finalement écartent un tiers de la population. Puis, comme on l'a fait avec l'accessibilité universelle dans les derniers 20 ans, c'est-à-dire avec les rampes puis les portes qui s'ouvrent automatiquement, mais je pense qu'on a encore un tour de vis à faire sur l'inclusivité. Moi, je pense que deux aspects qui sont très importants. Oui, il y a le développement durable, puis il faut continuer à pousser pour avoir des environnements plus écologiques, moins énergivores. Mais moi, je crois profondément à avoir des espaces qui stimulent l'activité physique et des habitudes de vie plus actives, combattre la sédentarisation. Moi, je pense que c'est un axe super important, combattre les maladies chroniques comme ça. Puis je pense que l'autre axe, comme vous dites, c'est d'avoir des aménagements qui sont plus inclusifs de tous. Puis les défis de mobilité, les défis cognitifs, les défis de préhension, tous ces défis-là qui en ce moment, avec l'avènement du sans contact et du touchless, il y a une opportunité. Il y a une opportunité de faire des modes d'ouverture de portes, tout ça, qui demandent moins de préhension, moins de force physique. Donc, je pense qu'il y a des opportunités là, pour améliorer nos environnements. De ce point de vue-là, Michel, la crise, effectivement, elle a un rôle de révélateur, mais elle nous apprend aussi des choses, elle nous pousse à faire autrement. Ça pointe aussi un certain nombre de directions tout à fait intéressantes, au fond, sur une forme de réhumanisation aussi des espaces. Alors, la question qui tue, je vais me permettre maintenant, je vais te remercier déjà d'emblée pour ton temps, ta générosité, puis l'intelligence des échanges. Moi, j'aimerais t'entendre sans limitation de moyens, sans contrainte de ressources. Le projet de rêve de Michel Lauzon, ce serait quoi? C'est une bonne question. Projet de rêve. Un projet de rêve. Je dirais que je pense qu'il y a un projet de rêve sur Montréal. Puis je pense que Montréal, c'est une ville innovante, c'est une ville créative. Et je pense qu'on n'a pas encore réalisé notre plein potentiel à ce niveau-là dans l'environnement bâti. Je pense qu'on a encore du travail à faire, mais je dirais c'est un projet qui permettrait de la rencontre des impératifs financiers, immobiliers, tout ça, mais aussi avec un aspect d'innovation puis un aspect en même temps d'écologie. Je pense que d'être capable de faire un projet qui incarne ces trois choses-là, ça serait vraiment un projet de rêve. Donc, c'est un projet qui aurait une résonance au point de vue de la population. Ça va aussi un projet qui aurait une certaine résonance pour positionner Montréal d'une façon encore plus, de renforcer notre positionnement de métropole créative. Je pense qu'on a encore besoin de démontrer des preuves. Vous savez, en marketing, là, en positionnement, il y a une théorie qui dit que ça prend la stratégie, c'est quoi? Il y a trois aspects qui sont avec elle. Ça prend la stratégie, mais ça prend de la substance aussi. Donc, il faut démontrer proof of concept. Je pense qu'on est là à Montréal, un projet qui serait proof of concept de notre statut de métropole créative et de ville de design UNESCO. Absolument. Et s'il y avait un lieu ou un espace montréalais que tu aimerais retravailler aujourd'hui, ce serait quoi? Bonne question. Je dirais que c'est sûr que le défi du centre-ville m'interpelle en ce moment. Le défi de réhabiter le centre-ville. Peut-être il y a la question du Montréal souterrain aussi qui va avoir ses propres défis dans la pandémie. On va le voir dans les prochaines semaines et mois. Je pense que le centre-ville est un défi qui m'interpelle particulièrement. Je pense que c'est un défi intéressant aussi, les quartiers, puis redynamiser le commerce de proximité. Je pense que c'est un excellent défi. Mais je pense que moi, c'est les défis, les problématiques épineuses et complexes qui m'interpellent davantage. Le centre-ville est une problématique assez intense pour l'avenir approché. Alors, on va dire
on va dire, à suivre. Est-ce que pas de regrets dans l'audience, pas de questions qui flottaient? Une fois, deux fois. Lucie, est-ce que tu avais des annonces et des commentaires à faire? Est-ce qu'il restait une question? Non, mais seulement un grand, grand merci. C'était très intéressant, très inspirant. Oui, on est rendu là, Merci infiniment, Michel. Merci beaucoup. Vous ne sauvez pas tout de suite. Je vais relaisser la parole à Lucie. Ça a été un grand plaisir. Je tiens à te remercier aussi personnellement. Je trouve ça toujours extrêmement stimulant. On va vous suivre. On va suivre les projets. Et puis, merci à l'audience aussi pour cette conversation là, très, très riche. Je ne regrette pas d'être venu ce soir. Merci à vous. Merci de votre générosité. Les questions étaient extraordinaires. Merci. Merci beaucoup. En fait, nous, égoïstement, la petite équipe Mosaïque, ça nous a permis, Laurent, Patrick, Isabelle et moi, de se retrouver à HEC avec la distanciation sociale, mais d'au moins être dans notre propre petite bulle techno pour assurer le bon déroulement. Donc, je tenais à souligner que ça faisait du bien d'alterner du télétravail, de revenir ici, parce que ça fait un bon bout de temps. Je tiens aussi à remercier l'orchestration behind the scenes d'Isabelle Tremblay, qui est notre agente aux activités. Donc, vraiment, merci pour le grand succès de la soirée. J'étais très contente de vous entendre, Michel, dire que pendant la pandémie, ça permettait peut-être aux gens d'entreprise, en industrie, de relier les liens avec les universités, où il y a une richesse peut-être de connaissances à pouvoir partager. Et donc, avant de saluer tout le monde et puis de vous dire bon appétit ou salut ou whatever, je tenais simplement à indiquer qu'on aura d'autres activités sous peu. Donc, il y a un séminaire sur l'innovation dans le secteur de la santé le 26 novembre. Ensuite, en décembre, on a 2 jours où les chercheurs liés à la grande famille de Mosaïque viendront discuter des derniers papiers de leurs recherches plus récentes. C'est ouvert au public. Donc, encore une fois, Isabelle ne manquera pas à pouvoir publiciser les événements. Et comme dernier événement, vous savez peut-être que depuis 13 ans, l'an prochain, ça va être depuis 13 ans, Mosaïque offre ce qu'on appelle l'école d'été en management de la créativité et de l'innovation. Cette année, en 2020, on a dû complètement se réinventer. On le fait 100% en ligne. C'est un programme offert en partenariat avec Barcelone. L'an prochain, on offrira notre 2e édition en ligne du 28 juin au 9 juillet. Et c'est notre grand terrain de jeu où on regarde des thématiques, comment repenser les espaces, l'innovation dans le secteur de la santé. On mélange des académiques, des industriels, des étudiants, des créatifs, où on essaie de s'alimenter puis d'être inspiré par la diversité pendant un programme vraiment intensif de 2 semaines. Donc, c'est le début d'un sales pitch qu'on continuera à faire, mais ce que je tiens à souligner beaucoup, c'est dans le cadre de ces écoles d'été-là, on travaille sur des projets. On a la ferme conviction que les gens ont envie de travailler ensemble, que de les structurer autour de projets mène à des découvertes magnifiques. Parmi les sujets, on en a traité, style comment repenser les aéroports ou les gares, comment innover dans le secteur de la santé, comment l'impact du télétravail sur la mobilité, donc vraiment des sujets d'actualité. Alors, on vous invite, si vous en avez, à nous les soumettre. Et ce soir démontre vraiment une des raisons d'être qu'on a créé le programme de l'école d'été, c'était vraiment pour créer une communauté de gens passionnés par l'innovation et la créativité et de créer des événements comme ce soir pour ramener les gens. Donc, on essaie de créer pas des happy accidents, mais des happy encounters. Donc, de voir des gens comme Bernard Petiot, qui a fait notre première édition en 2009, ou Luc Méran, qui a fait l'édition en 2019, revenir pour continuer les discussions, je pense, est un témoignage sur ce désir de créer une communauté vivante et puis qui perdure dans le temps. Puis ma dernière remarque, c'est pour remercier M. Gleason d'avoir invité les candidats de la cohorte 2040. Je ne sais pas quel programme vos enfants vont faire, mais c'était tellement rafraîchissant de voir la jeunesse sur l'écran ce soir avec nous. Donc, un gros merci à vous pour ça. Alors, merci tout le monde. Stay tuned. On va avoir plein d'activités et de belles occasions de se retrouver ensemble. Merci.
Et bonne soirée à tous alors. On récupère nos accessoires. Merci infiniment, Michel. À très bientôt. J'espère qu'on se donnera l'occasion de se reparler bientôt. Lucie a parlé de l'école d'été. Je pense que, Michel, on pourrait très facilement t'inviter à intervenir à l'école d'été cette année. C'est bingo. Ça me ferait plaisir. Bingo, comme dit Patrick. Merci beaucoup encore. Et merci à toutes et à tous d'avoir été là. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.